Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons la même équipe aussi bonne parce que, à la demande générale du public. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Galion. Bonsoir. Constantin, le grand journal, le grand journaliste. Eddie Marajo, c'est mon téléphone qui a fait ça, beaucoup de ça, très clair. On est in vivo, je l'éteins devant tout le monde, on est vraiment en famille, comme dirait Mano, l'Autobi. Tu vois les références radio. Bon, on a un programme très chargé, alors je vous donne les prescriptions. On ne se fâche pas, on est souriant jusqu'au bout. Pourquoi je regarde Galion? Parce que mon grand tombe sur lui. On ne parle pas, on ne fait pas de conversation en aparté. On termine ces phrases. On m'a reproché d'avoir fait un club d'initiés, de type très fort. C'est vrai, j'ai dit à mon interlocuteur, oui, ils sont forts. Donc vous êtes entre vous et vous ne finissez pas vos idées parce que vous savez ce que l'autre va dire. Non, messieurs, on ne fait pas une émission pour nous, on fait une émission pour le public. Je remercie. C'est temps de le savoir. Oui, non, mais je voulais que tu en prennes conscience. Ouais, je remercie le nodal, le service technique, Giovanni Schellman, je remercie Manuela Bonlouis, qui d'ailleurs, il faut qu'on le dise, procède à l'animation photo des émissions avec beaucoup d'originalité, de pertinence. Et puis je remercie mon papa et ma maman d'avoir mis sur terre. Voilà. Bon, alors, le 8 mai 1902, la montagne Pellier faisait 28 morts. À 7h, 28 000 morts. À 7h50 du matin, grosse correction, merci monsieur Galion. La Martinique vivait l'une des catastrophes les plus terribles de son histoire. À l'origine, il y avait à la Genèse, il y avait la transatlantique, enfin, bon, là, c'était quand même un pays qui existait et qui avait déjà ses repères. C'est comme si Paris. Comparaison. C'est comme si Paris disparaissait, quoi. 12 millions d'habitants en 30 secondes. En 30 secondes. Et là, c'est en moins de 100 secondes. La ville est soufflée, 28 000 personnes périssent, comme je me répète, suite à une explosion d'une partie du dôme, qui laisse couler de la lave, et puis une nuée ardente. La fameuse. La nuée ardente, c'est ça, c'est une sorte de souffle chaud. C'est en fait Intense. Très chaud, hein. Très chaud. Qui a carbonisé toutes les personnes sur place, qui a tout brûlé sur place. Pétrifié les gens. Le quartier du centre est détruit, quelques murs sont encore debout dans les quartiers du Fort et du Mouillage. Saint-Pierre, c'est quelque chose qui nous comporte tous en nous. Hein. On est allé déjà dans le coin plusieurs fois, au moins une ou deux fois, toi et moi. On a s'arrêté à la distillerie, hein, Gabriel, tu te souviens? Je te signale que ce n'est pas une émission pour initier, donc s'il te plaît. Il faut parler de généralité. N'empêche qu'on parlera du rhum tout à l'heure. Il faut qu'on parle du rhum tout à l'heure. Ce que j'ai envie de dire sur Saint-Pierre, c'est que, c'est la première fois que ce type d'éruption était connu. Ouais. Scientifiquement. Même si en réalité, dans l'histoire de la végonologie, l'éruption, le Vésuve, c'était du même type, mais personne n'avait de traces. Là, on a eu une vie en direct de cette explosion de type nuée ardente qui a donné le nom de type PDR. Ouais. Ce qui a tué les gens, pour rester uniquement sur l'événement, il y a la nuée ardente, mais c'est plutôt l'onde de choc. Ouais. L'onde de choc, je crois qu'on va faire une comparaison. L'onde de choc était aussi violente, voire plus violente, aussi violente que l'onde de choc de la bombe atomique sur Hiroshima. Ouais. Ça veut dire que tes cellules explosent. Le souffle d'air est tel que lorsqu'il arrive sur le corps humain, il y a une compression, décompression, et c'est fini, le corps est coupé en deux. Le cœur explose, les poumons explosent, tout le cerveau explose. Voilà. Ça a tué instantanément beaucoup de personnes à Saint-Pierre. La nuée ardente arrivant derrière, pour ceux qui avaient un peu échappé à ça, la nuée ardente arrivait derrière. Micro-ondes. Ça descend à une vitesse de 25 000 chevaux au galop. Usain Bolt n'y peut pas y échapper. C'est 800 km/h. 800 km/h. En fonction de la pente. Ouais. Et entre 400 et 800 degrés. Voilà. Donc Paris terrien. Est-ce que les Martiniquais savent ça? Ce soir, ils le savent. Ouais. Il y en a qui ont su. Il y a eu un documentaire qui a été réalisé en 2002 qu'une chaîne concurrente, mais néanmoins chaîne confrère, a diffusé. Et je crois que ça a permis de remettre un certain nombre de choses, d'autant qu'il y avait des explications très scientifiques dessus. Ouais. Le mot de l'histoire de Saint-Pierre, le drame de Saint-Pierre, c'est l'éruption, mais ce drame de Saint-Pierre, c'est comment se fait-il qu'un volcan qui ne s'est pas manifesté
brusquement le 8 mai à 7h50 du matin, mais qui était déjà en phase éruptive depuis des mois. Qui avait donné des signes. Pas des mois, des années, 1900. Non. Là, on était sur une phase des mois. Voilà. La dernière manifestation éruptive, c'était 1850. Ouais. Bon. Là, depuis des mois, ça bouge. Ouais. Il y a de la cendre, il y a des coulées de lave, il y a des secousses telluriques, etc. Personne ne prend la décision ou ne veut prendre la décision d'évacuer la population. Les raisons politiques sordides. Il y a la connaissance scientifique de l'époque n'était pas aussi poussée qu'elle est devenue depuis. Malheur, quelque chose est bon, mais la connaissance scientifique n'était pas telle. Il n'y avait pas de vulcanologue à Saint-Pierre. Les seuls scientifiques qui commençaient à s'interroger, à s'intéresser à ce qui se passait à Saint-Pierre, c'était des professeurs au lycée, des professeurs de sciences naturelles au lycée, ou de physique-chimie au lycée. C'est ça. Mais il y a quand même eu des gens qui ont eu la prémonition et la sagesse de partir quand même. Gérard, quand le matin tu te réveilles, tu as de la cendre sur toi, tu vois rien, tu n'arrives pas à respirer parce qu'il y a une éruption de lave, de cendre sous Prêcheur, sous Saint-Pierre. Quand tu n'entends plus le bruit le chant des oiseaux. Tu as été là? Ah ouais. Tu es gouverneur, tu dégages la ville aussi. Hein. Oui, on peut reprocher beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, ceci dit, il est mort. Il n'a pas si lui-même est resté. Lui-même est resté. Il y a un élément. Il est monté. Ouais. Oui, il est remonté. Pour prouver à la population qu'il est monté, pour évaluer la situation avec un comité scientifique pour savoir si oui ou non. Bon, ok. Et la légende dit qu'en réalité, l'ordre d'évacuation serait intervenu après les élections, c'est-à-dire le dimanche. Oui, pas que c'est un jeudi d'ascension. Oui, c'est politique. Eh bien, l'histoire a prouvé qu'on a eu tort d'attendre. Quelques bulletins de vote. Nadia, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire, en fait, ce que disait Gabriel, c'est que compte tenu de ce qui se savait à l'époque, jamais il n'aurait pu imaginer, parce que c'est pas de l'inconscience non plus, le fait que les personnes n'aient pas été évacuées. C'est juste une méconnaissance des phénomènes, et personne ne pouvait soupçonner qu'un tel drame pouvait se produire. Aujourd'hui, je l'avale mal. J'ai un doute quand même. Je l'avale mal. Parce que des éruptions. Tu parles de communauté scientifique. Des éruptions de ce type ont eu lieu à plusieurs reprises au cours du 19e siècle, bien sûr, du 19e siècle, notamment en Asie, notamment en Indonésie, et il y avait déjà une documentation très précise. Mais je fais la jonction avec le colonialisme, tout simplement. Très concrètement, qu'est-ce que ça pouvait faire qu'une montagne allait exploser dans une ville d'une lointaine colonie? C'est ça aussi, hein. Parce qu'il n'y a pas que notre exemple. Et je m'inscris un petit peu en faux. C'était pas une colonie mineure, c'était la Martinique qui était importante dans leur système, le système colonial qui économiquement rapportait. C'était Saint-Pierre, ça rapportait de l'argent. C'était quand même ça rapportait de l'argent aux Martiniquais, mais au niveau national, en 1902, la Martinique ne comptait pas. Rappelle-toi qu'il y avait un parti qui avait été créé en Martinique pour vendre la Martinique aux États-Unis. Il faut quand même le rappeler, pour dire, messieurs, comme les Français ne s'occupent pas de nous, nous allons, et à Saint-Pierre, il y avait un certain nombre de gens qui étaient pro, on va dire, largage de la Martinique, et à tel point que les relations commerciales s'étaient développées de manière extrêmement forte et puissante avec les États-Unis. Donc il y avait ce sentiment d'abandon. Ce sentiment d'abandon a disparu à partir de 14-18. Parce que là, effectivement, on a eu besoin. Et on voit des investissements dans les routes, sur des ponts, etc. Mais il faut quand même rappeler quelque chose. Il n'y a pas eu une seule éruption. Hein. Il y a eu plusieurs éruptions. Il y a eu plusieurs éruptions. Il y a eu à nouveau des centaines de morts, notamment au Morne-Rouge, à Grand-Rivière, à Basse-Pointe, après. Et tu vois bien que malgré l'expérience de 1902, on n'a pas évacué le Morne-Rouge, on n'a pas évacué Basse-Pointe, on n'a pas évacué Grand-Rivière. Donc ça prouve bien qu'il n'y avait pas une volonté manifeste de protéger les populations. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça continue. C'est que ça continue, parce que la montagne Pelée est la miniature du mont Sainte-Hélène aux États-Unis. Le mont Sainte-Hélène, donc pareil, une nuée ardente, type péléen, 1986. Ça explose. Aux alentours du mont Sainte-Hélène, sur 400 km, aux alentours, il n'y a plus rien. Okay. Heureusement que c'est dans les forêts. Mais
l'éruption de 1910, c'est une petite éruption, hein. C'est une toute petite, c'est pas une éruption cataclysmique. C'est une partie du dôme. S'il y a une éruption cataclysmique, voilà, s'il y a une éruption cataclysmique, ce qui est déjà arrivé, ok, on a retrouvé des blocs. Au sud de la Dominique, il y a des volcans péléens de type de ce qu'on a nous. On a retrouvé des blocs de 2 km, 2000 mètres au fond de l'eau qui sortaient des montagnes. Donc, s'il y a une éruption cataclysmique aujourd'hui, et personne n'en parle, mais c'est pas Saint-Pierre seulement qu'il faut évacuer. C'est la Martinique qu'il faut évacuer. Bon, d'accord. Et évidemment, personne n'en parle. On passe à autre chose. Tu es trop réaliste. C'est trop réaliste. Non, attends, il y a une chose sur laquelle je m'inscris en faux par ce que Didier dit. En disant qu'il y avait déjà une éruption de ce type, c'était connu. Je répondrai que s'il y a eu des éruptions à phénomène explosif qui s'étaient manifestés dans le monde avant 1902, le type péléen n'existait pas. Pour cause, on l'a appelé le type péléen. Bon, il y a eu la communauté scientifique internationale. Si la communauté scientifique, si un membre de la communauté scientifique, vulcanologie de l'époque, en 1902, était sur place, en amont, il aurait pu donner quelques éléments de prévision expliquant ce qui se passait. Il n'y en avait pas. Et ce qui se passait, ce phénomène de compression de la lave dans la cheminée, qui pousse un bouchon. Un dôme. Qui pousse un bouchon au haut du cratère, qui crée le dôme. Et ensuite, parce que si la montagne, entre-temps, pendant ce temps, continue à craquer la lave, c'est qu'elle évacue tout ce qui est déjà accumulé dans la cheminée depuis les années. Bon. Puis ensuite, il y a l'explosion. Ce phénomène-là n'était scientifiquement pas aussi connu qu'il l'est depuis 1902 et dit. Je pense que attendez, Gabriel. Si un scientifique était sur Gabriel, je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que vous dites, et puis on ne va pas faire une polémique sur la pauvre Mondane Pelé et sur les 28 000 morts. Il y a eu 28 000 morts. Non, ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait eu des antécédents, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait eu des études. Nadia, je donne la parole, vous parlez de la fusion entre le CMAC, c'est une vieille affaire, mais il faut qu'on en parle. La fusion entre le CMAC, et l'Atrium. Il nous a fait une nuire dans Total sur des entre le CMAC et l'Atrium. Nadia, à toi la parole. Oui, tiens, là je vais, la fusion entre le CMAC et l'Atrium, voilà un sujet qui finalement peut-être ne parle pas beaucoup aux gens, parce que les gens identifient bien le bâtiment qu'est l'Atrium, mais toutes les structures et puis tout ce qui fonctionne, on a un peu oublié. C'est vrai qu'on ne connaît pas. Donc, il y a donc le bâtiment Atrium qui en fait habite, qui est occupé plutôt par deux entités qui sont complètement différentes. Une structure donc privée qui est le CMAC, qui est une association qui existe depuis 40 ans maintenant, et de l'autre côté, une régie autonome du Conseil général, donc qui est dédiée à la culture, la promotion de la culture. Et ces deux entités, pendant 10 ans, c'est vrai qu'elles ont cohabité donc, dans le même bâtiment, sachant que même le bâtiment lui-même, il se loue aussi, donc à des privés. Des privés qui font des spectacles aussi. Donc vraiment pour les gens, c'est complètement obscur. Et finalement aujourd'hui, enfin, parce que ça c'est quand même quelque chose qu'ils ont appelé de leur vœu, donc depuis 10 ans. Les deux instances, les deux structures, et qui finalement maintenant voient la concrétisation du projet, avec une forme qui est originale, qui n'existe pas depuis très longtemps. Depuis 2002, je crois. Peu importe. Un établissement public de coopération culturelle. Oui, mais en fait, pourquoi j'insiste sur le fait que c'est quelque chose de nouveau, c'est que depuis qu'il existe, il y en a un peu moins d'une centaine, depuis que la formule existe, la forme juridique existe, il y en a un peu moins d'une centaine dans l'Hexagone, également dans les autres îles, notamment la Réunion. Et ça va permettre à un véritable établissement culturel dans lequel pourra participer les financements en direct, les financements État. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça donne tout de suite à l'Atrium une dimension vraiment au niveau de la région, bon, sachant que de toutes les façons, c'était pas dans leur objet de strictement se centrer sur Fort-de-France. Et c'est vrai qu'on peut se dire que on a maintenant un véritable instrument à titre culturel, donc de promotion culturelle, mais pour l'ensemble de la région.
Il y a eu des fusions comme ça, les ADTM, l'ODTM, ça s'est relativement bien passé, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas là. Et puis là, ils ont eu le temps de la préparer. Oui, en 10 ans. Mais quel était l'obstacle? Le personnel, quelle était la forme juridique n'existait pas. La volonté il y avait une forme à la place, une autre forme à la place. Qu'est-ce qui empêchait la fusion de ces deux instances? Pourquoi il y avait... politique a toujours existé. Est-ce qu'elle a toujours existé avec la même envie, la même vivacité? Bon, ben ça... Oui. Monsieur, vous avez un avis sur la culture? Aucun. De nos cultures. Il faut se rappeler quand même, il faut rappeler le contexte historique. Il y avait une association qui avait eu son autonomie, son indépendance totale, qui était le CMAC, qui n'était même pas dans le même lieu. Et puis il y a eu une volonté politique d'intégrer les deux. De créer l'Atrium et de loger comment dirais-je, un satellite indépendant jusqu'alors. Et puis cette notion de fusion était refusée de manière forte par les dirigeants du CMAC à l'époque, parce qu'ils tenaient à leur spécificité, à leur liberté de ligne éditoriale, qui allait disparaître s'ils avaient fusionné. Personnalités fortes, les personnalités fortes n'étant plus là, je vous rappelle qu'il y avait deux personnalités très fortes. Ça a pris du temps depuis la disparition des personnalités fortes. Oui, mais personnalités fortes et puis entourage fort. Enfin, disparition non. Des lieux. Leur départ. Tout le monde avait compris. Ce que je voulais dire, c'est que là maintenant, ils veulent faire donc on veut redevenir scène nationale. Scène nationale. Donc toujours c'était l'État, mais il faut qu'on fasse quand même attention à l'État. L'État a une certaine mémise sur nous. En fait, c'est la collusion avec les financements. Les financements, c'est que l'État finançait et financeur et participe 700 000 euros au conseil d'administration du CMAC. Et pouvait nommer ou proposer la nomination du directeur. Il compte. Le directeur a dans ses prérogatives. D'où les difficultés de Claudie à l'époque pour pouvoir nommer le fils Césaire. C'est ce que j'ai lu dans ton très bon journal d'ailleurs. T'as fini ta flamonnerie. Non, c'est pas flamonnerie, c'est de la moquerie. Alors, c'est plus grave. Et donc le label scène nationale, c'est vrai qu'il est donné par le ministère de la Culture et donc l'État. Donc c'est vrai que créer un nouvel ensemble, enfin une nouvelle entité, il fallait bien s'assurer que l'État puisse participer, peser autant avec, il a son hochet, on va dire, qui est le fameux label scène nationale. Les élus veulent qu'il y ait une sorte de délocalisation dans les communes, qu'il y ait un fonctionnement surtout des PAC à Fort-de-France. Oui, un véritable rayonnement, que l'Atrium soit un outil de promotion culturelle. Très bien. Un petit sujet tranquille, qui est tellement polémique, où les voix ne sont pas superposées, tout a été clair. Je ne prends que des sujets comme ça. Alors, 2 ans à la tête du pays, François Hollande n'est pas à la hauteur des attentes des Français. Monsieur Marat, je vous donne la parole sur ça. Il déçoit. Je sais qu'il va me sortir que la dette, il a amélioré la dette, il a amélioré tout ça. Je préfère une vision, j'allais dire, plus... comment dirais-je, plus historique. Les Français sont des adorateurs et des idolâtres, comme tous les peuples occidentaux. Et ils veulent... Des restes de la royauté, voilà, le roi. Non mais au-delà de la royauté, ils veulent l'homme fort, l'homme puissant qui est, en fait, une espèce de machisme, on va dire. Le héros. Voilà, le héros, mais machiste, hein, pas le héros faiblard, hein, ou qui pleure. Parce qu'il y a des héros qui ont des moments de sensibilité, ça peut arriver. Mais là, non. Le chef de l'État ne peut pas être sensible. Le chef de l'État ne peut pas déroger à un certain nombre de règles. Il doit être fort. Il peut pas rouler à scooter. Mais non, il peut pas. Et c'est dans cette dualité qu'on observe entre Valls, qui a une réputation de brutalité. Vous avez vu ça? Le mot brutal. Les sénateurs dénoncent la brutalité avec laquelle M. Valls leur a présenté le plan de réforme territoriale, puisque on ne peut pas éliminer les départements comme ça, M. Valls. Ça ne se fait pas comme ça, M. Valls. M. Valls a été brutal lorsqu'il a expulsé la petite Rome. M. Valls a été très brutal lorsqu'il a pris la décision de fermer les camps de Rome. Un truc que Sarkozy n'a même pas osé faire, Valls, c'est réglé. Bon.
Et le contrepoint, c'est la recherche du consensus, le flambi. Okay? Les Français n'aiment pas ça. Okay? Or, le problème, c'est que M. Hollande avait annoncé qu'il serait comme ça. Il avait dit très clairement, ne comptez pas sur moi. Et il l'a dit pendant le débat avec le concept de président normal, c'était ça, tu penses? Oui, hésitant. Mais oui, non, un président normal, c'est quoi? C'est pas un président qui décide de tout. Or, depuis M. De Gaulle, le président décide de tout. Bon, alors. Ok, donc parce qu'il ne décide pas de tout et qu'il n'interfère pas, voilà pourquoi il déçoit. Mais quand on fait le bilan, on l'a fait ici. On a pris, il y a un magazine qu'il avait fait. On prend la liste de tout ce qu'il avait promis et tout ce qu'il a fait en 2 ans. Il a fait 65% de ce qu'il avait promis. Les écoles l'ont fait encore. Bon. Je l'ai là quelque part. C'est vrai, il n'y a pas de problème, il a descendu. Il descend, au fur et à mesure, il descend la dette, etc. Ouais. Les titres maintenant, l'homme de presse. Est-ce qu'il mérite ça quand même? Depuis 2 ans, un mariage, les titres de la presse, hein, Économie Matin. On va prendre quelques titres, j'en ai cité 14, on ne va pas les dire les 14, ça va de soi. Depuis 2 ans, un mariage pour tous et beaucoup d'enterrements. C'est vrai. Bon, le républicain Lorrain. C'est la crédibilité du locataire de l'Élysée qui s'est envolée en même temps que la prophétie hasardeuse du ravi, au sens je suis ravi, quoi. Ouais. C'est comme on le montre comme on le montre sur Canalsat, le ravissement de la crèche, quoi. Bon. Tu parles des Guignols? Oui, les Guignols. La Croix. Ce qui manque, c'est un socle de confiance qui ne se décrète pas. Sans moi, je ne suis pas trop irrespectueux. Libération. Plus que de stratège en communication, c'est d'une cohérence et d'une capacité de décision dont le président a besoin. Ça va au-delà de la normalité. Hein. C'était l'accusation. Bon. Faute d'avoir fait ceci, faute d'avoir fait cela, faute d'avoir bataillé pour trouver des réponses budgétaires et fiscales européennes, faute de réforme, le pacte de stabilité sera totalement insuffisant. Comment peut-on... là, je trouve que c'est fondamentalement injuste. Qu'est-ce que vous en dites à toi? Oui, enfin, par rapport à ce que disait Eddy, je ne crois pas que les Français soient tellement différents des autres pays. Quand un chef d'État, souvent on dit c'est un homme fort, effectivement c'est très machiste, on cherche tous un héros. Le problème de Hollande, si je puis m'exprimer ainsi, c'est peut-être qu'il y avait de très très fortes attentes par rapport à lui, et que la réalité économique, cette crise qui n'en finit pas de ne pas finir, joue sur le moral des personnes et qui sont finalement déçues de ne pas voir... Voilà, il est victime de la situation, c'est une première chose. Et la deuxième chose, qui peut-être effectivement se rapporte plus à l'homme politique, mais peut-être la personnalité qu'il dégage, c'est vrai que ce n'est pas, on va dire, un Barack Obama qui donne cette impression d'élan, de dynamisme, ou un jeune Premier ministre anglais qui effectivement, ce sont des gens qui sont assez actifs. Il a un autre profil, un profil qui est effectivement inhabituel. Donc peut-être que par rapport à cela, il doit cristalliser un certain nombre de déceptions, mais qui ne sont finalement pas de son fait véritablement. Gabriel? Hollande a l'inconvénient d'être un homme de gauche. Oui, il a l'inconvénient d'être un homme de gauche. Ouais, donc continue, développe, parce que ça veut dire c'est fort là. Élu par un peuple de gauche en attente et en espérance de beaucoup de choses. Des solutions de gauche. Quand il arrive au pouvoir, l'exercice du pouvoir fait que son électorat de gauche est forcément déçu par les premières décisions ou par la politique qui est mise en place. Il avait pris un certain nombre on a entendu, les gens ont entendu, ont retenu un certain nombre de choses. Et il y avait notamment un élément sur lequel on attendait, notamment ces partenaires de gauche, c'était sur une révision, une modification du traité européen de stabilité. Et là, ça n'a pas été au rendez-vous. Donc, déception. Il a l'inconvénient d'être un homme de gauche parce que les promesses, les attentes de la population de gauche après 10 ans de gouvernement de droite font que, dès qu'on arrive à l'exercice du pouvoir, quels que soient les éléments et votes pris, ça n'a pas été jugé suffisant par rapport aux attentes. Deuxième et troisième chose, il a l'inconvénient d'être un homme de gauche, c'est autant un président de droite. Je prends le cas de Sarkozy, c'est le dernier. Lui n'a pas eu une presse très favorable, mais que sur la fin de son mandat,
lui, Hollande, a commencé à avoir une presse très défavorable au début de l'été 2012. Ouais. Là que ça a commencé. Aucun état de grâce. Parce que les éditorialistes, les chroniqueurs ont commencé à estimer qu'en réalité, ils avaient la possibilité d'être en décalage ou d'être en opposition frontale par rapport au personnage que représentait François Hollande. 2, il y a eu quelques ratés monumentaux au terme de sa communication, notamment, je rappelle, la législative, le fameux tweet de sa compagne par rapport à Ségolène Royal. Ça fait désordre. Donc, à partir de ça fait désordre, il y a un manque de solidité, de rigueur et d'imposition de votre personnage, de votre personnalité dans la fonction que vous occupez, donc automatiquement vous devenez la cible facile. L'optimisme L'optimisme de l'Alsace, de ses confrères de l'Alsace. L'optimisme du président normal le fait ressembler à ses compatriotes qui jouent au loto. Il confie leur avenir à la magie des boules du hasard. Au moment de, ça c'est les Pyrénées. Au moment de ce bilan d'étape, le temps doit sembler bien long à François Hollande. Putain, encore 3 ans, doit-il se dire. Encore référence au bilan. Il y a cet inconvénient. Et puis, le truc, c'est qu'au niveau de la communication de la politique gouvernementale, ça a été un fiasco total en termes de cohésion. Comme président de la République paraisse à la télévision pour évoquer le dossier d'une enfant qui a été expulsée avec ses parents, ils ont pu revenir, mais il y a beaucoup lui ont reproché d'avoir dénigré la fonction. D'avoir dévalué la fonction. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, une dernière citation, puis je te repasse la parole. Bilan d'action, c'est Économie Matin, hein, c'est pas tout à fait la gauche ni socialiste. Hein. Bilan de l'action économique de François Hollande, les prétentions d'un cheval de course et les résultats d'un âne. Oui, mais bon, ça c'est non, mais ça c'est du bashing. Alors, je vais aller plus loin que toi. Quand tu dis, ça a commencé à l'été 2012. Non, ça a commencé beaucoup plus tôt que ça. La candidature de François Hollande aux primaires socialistes est vécue et analysée comme, de toute façon, un épiphénomène. Il part effectivement avec 6,5% d'intention de vote au niveau national. Or, quand les médias... Il y avait quand même à l'époque la candidature de DSK qui était en oui. Non, mais même le lendemain de DSK, on ne donne pas cher de la candidature de François Hollande. Et... il faut voir dans cette attitude qui est essentiellement médiatique, une volonté aussi, moi je pense, que ce soit à gauche ou à droite, dans les médias, de faire payer à François Hollande l'outrecuidance d'avoir gagné malgré la presse. Ouais. Parce que dès le lendemain, les titres, on voit les titres de l'Express. C'est comme ça que tu analyses. Mais oui, mais moi je collectionne. Une sorte de revanche de la presse. Mais oui, les types disent le lendemain, au lieu de dire bravo, félicitations, machin, premier titre de l'Express, où va-t-il? Yo fini, mettez vos gars là, où j'ai dit où va-t-il? Et le type n'a pas nommé le gouvernement, puisqu'il n'a pas encore gagné les législatives. Donc, il va dans le mur automatiquement. Or, ça, je reviens sur ce que Nadia disait. Nadia disait, c'est l'Express. Non, l'Express. Bon, oui. Non, mais le point, c'était pire. Le point, ils l'ont tué dès le départ. Mais pour revenir à ce que Nadia disait, elle disait, c'est pas propre français. Hors de question. Vous avez un type qui s'appelle Von Rompuy. Et vous avez un autre type qui s'appelle, qui est le Juncker. Vous avez d'autres gens normaux qui, dans leur pays, ne flamboient pas. Très concrètement, et quand on regarde la presse, les deux que tu veux citer n'ont pas de mandat électoral, ils ne sont pas Premier ministre du président de la République. Non, mais celui qui fait office de chef de l'État en Belgique et au Luxembourg, c'est quand même, je parle de chef de l'État au sens européen du terme, c'est pas le roi ni le grand-duc. Donc c'est le Premier ministre. C'est lui que l'opinion juge. Et on voit ces gens-là. Oui, l'opinion ne laisse pas de la presse. Voilà. Il a des gens qui lui tirent au-dessus. Non, il est critiqué si tu veux, mais en place nationale locale, les gens belges, ils n'ont pas beaucoup de cadeaux. Non, mais ils n'ont pas. Je parle de l'opinion. Je parle pas de la presse. Je parle de l'opinion cette fois-là. L'opinion ne réclame pas la tête du bonhomme. Non.
du Premier ministre belge ou du Premier ministre luxembourgeois. En dépit de son homosexualité reconnue à vous. Voilà, on ne réclame pas de ces gens-là d'être des super-héros. Par contre, en France, tu fais le malheur. Tu es le successeur du roi, quoi. Voilà, tu es sans être de droit divin. Le petit frère de Louis XIV. Gabriel, le successeur de Charles de Gaulle. De Gaulle aussi. Gabriel, le 25 mai 2014, 25 mai 2014, les Martiniquais et l'Outre-mer. Non, pas le 25. Le 24, la veille. Le 24 mai. Samedi 24 Samedi 24 mai. Les électeurs martiniquais, 260 et quelques mille électeurs martiniquais, devront aller voter pour élire leurs représentants au Parlement européen. Tu as remarqué que ça baisse jamais. Hein. La population baisse, mais le nombre d'électeurs augmente. Alors, t'as remarqué? Alors, oui, parce qu'il révise les listes. Oui, qu'il laisse. Alors, je lance le sujet. Là, c'est une circonscription. Tu vas expliquer tout ça. Ouais. La circonscription Outre-mer, parce qu'il y en a plusieurs, est constituée de 3 sections. Circonscription, retenez bien, circonscription, section. La section Atlantique, qui elle-même est composée de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon. La section Océan Indien, ben c'est plus simple, c'est Mayotte et puis la Réunion. Et puis la section Pacifique, qui elle comprend Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Autrement dit, voilà où on vote, paradoxalement. Alors, je te passe la parole. Voilà où votent les électeurs de la section Outre-mer. La section Outre-mer. Alors, en expliquant qu'il y a 7 autres sections. La section Outre-mer, c'est du lever au coucher du soleil sur 2 jours. Voilà. Est-ce qu'on dit section Outre-mer ou non, la circonscription Outre-mer. Circonscription Outre-mer. La circonscription Outre-mer. L'ensemble, c'est une circonscription. Non, arrête sérieux, continue. Ils vont laisser des sérieux. Non, mais je voudrais que les gens retiennent quelque chose de ça. La circonscription Outre-mer existe depuis qu'il y a l'élection des représentants au Parlement européen par circonscription, à date de 2004. Ouais. La prise en compte d'un siège par section géographique, c'est-à-dire un siège pour la section Atlantique, un siège pour la section Océan Indien, un siège pour la section Pacifique, date de la réforme de 2009. 2009. Bon. Cela veut dire que pour être élu député européen, en termes le vrai mot, c'est pas député européen, c'est représentant français au Parlement européen. Pour être élu, il faut que la liste qui présente 3 candidats minimum. Puisqu'il y a 3 sections. 3 sections, mais sinon on a droit à 9 candidats, c'est-à-dire le triple, 9 candidats. Mais cela dit, c'est parce qu'on présente 9 candidats, maximum il 9, faut les 3. Chiffrer. Candidat 1, candidat 2, candidat 3. Que cette liste obtienne le maximum de suffrages sur l'ensemble de la circonscription pour pouvoir obtenir un siège minimum. Si elle fait 80% de l'ensemble du suffrage exprimé, elle en a 2. Bon. Et restons sur le raisonnable, un siège, par le nombre de suffrages obtenus sur l'ensemble de la circonscription. Pour déterminer quel est ce siège, on regarde sur laquelle des sections la liste a obtenu le plus fort pourcentage de suffrages exprimés. Voilà. On l'a déjà expliqué la dernière fois, on va répéter, c'est le cas d'école par excellence. 2009, la liste UMP menée par Marius Panchard, candidate sur la section Atlantique, mais tête de liste pour l'ensemble de la section Outre-mer, gagne les élections section Outre-mer parce que la liste UMP qu'elle mène arrive en tête. Gagne les élections sur l'ensemble de la circonscription Outre-mer parce qu'elle arrive en tête. Et au moment de déterminer où va son siège parce qu'elle a gagné, on s'aperçoit que où elle a fait le plus fort pourcentage de suffrages exprimés, ce n'est pas sur la section Atlantique sur laquelle elle se présentait, mais c'est la section Pacifique qui obtient le siège. Et section Pacifique, c'était pas elle, c'était le numéro 3 de la liste, M. Ponga, qui lui devenait représentant français, on va dire député européen, Outre-mer. Alors on recommence ça. Madame Panchard gagne les élections sur la circonscription Outre-mer puisque sa liste arrive en tête sur l'ensemble de la circonscription. Elle a son siège. Quel est le siège qu'elle obtient? Il y a 3 sections, 3 sièges. Quel est le siège qu'elle obtient? Est-ce Atlantique, est-ce Pacifique, est-ce Océan Indien? On regarde non pas le nombre de suffrages, mais le pourcentage de suffrages qu'elle fait. Le plus fort pourcentage que la liste fait, c'est sur la section Pacifique. Plus que sur la section Atlantique? Beaucoup plus.
Donc, c'est le candidat inscrit sur la section Atlantique qui est député pacifique qui devient député. Qui l'emporte sur elle. Qui devient député. Il l'emporte pas sur elle. Il devient député. Oui, mais c'est une liste. C'est ce qu'on veut dire. La liste a gagné un siège. Donc, celui qui représente la liste sur la section où cette liste a obtenu le plus fort pourcentage de suffrages exprimés, c'est celui-là qui devient député. D'accord. Les autres listes, à ce moment-là, la répartition se fait, comme on a déjà défini le Pacifique. Il reste à regarder les deux autres sections, Atlantique, Océan Indien. La liste qui arrive en numéro 2, c'est la liste socialiste. La liste socialiste, très bien. Où elle fait son plus fort pourcentage. Oui. Section Atlantique, M. Guy Tyrolien, qui était numéro 2 sur la liste socialiste, devient député. Ouais. Et le troisième siège, j'ai attribué à la troisième liste qui arrive sur la circonscription Outre-mer. Et bien, il ne reste plus que le siège Océan Indien attribué. Et là, c'est la liste l'Alliance pour l'Outre-mer qui était menée par M. Jean-Claude Fruteau qui obtient le siège. Alors, on détermine le nombre de sièges sur l'ensemble et puis après, on fait la répartition en fonction des sections. En fonction de ce que vous avez obtenu sur les sections. C'est très proche de ce qui va se passer pour la collectivité unique. On va en parler. Voilà. Deux petits mots rapides sur les candidatures, parce qu'ils auront le temps de faire leur campagne eux-mêmes. Les candidats pour la section Atlantique, vous les connaissez? Il y a les candidats sur la section Atlantique. Il y a 19 listes, il y a 19 candidats. Oui, mais ceux que nous connaissons. Nos candidats. Nos candidats à nous. Bon, les candidats à nous, il y a déjà, restons sur les éligibles, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les 3 premiers de la liste. Il y a Louis-Joseph Monsco qui est numéro 3 sur la liste socialiste menée par Philippe Leconstant. Et il y a Jean Couzol, numéro 3, sur la liste menée par Younous Omarjee. La liste Union d'Outre-mer, c'est la liste de fusion PCR, PPM, Parti socialiste guyanais, PPDG, Guadeloupe Unie Socialiste, etc. Ils sont numéro 3. Cela veut dire que, comme ce sont des listes, on va rester sur ces 2 listes-là. Avec la liste UMP. La liste UMP a un Guadeloupéen numéro 3 qui est Laurent Bernier. Laurent Bernier qui est conseiller régional. Maire de je crois Saint-François. Saint-François, sûr. Donc, ces 3 listes-là ayant toujours obtenu un siège au Parlement européen. On peut estimer raisonnablement qu'elles sont en potentialité de regagner encore chacune un siège. Quand on est numéro 2 ou numéro 3, l'histoire a prouvé que quand on est numéro 3 d'une de ces listes, on a une chance d'être député plus que si on était sur notre liste. Même premier sur notre liste. Et on a peut-être plus de chances d'avoir un siège sur l'une de ces 3 listes que si on était numéro 1. Oui, absolument. Monsieur Bicep, par exemple, il n'a pas vu. Madame Panchard. Madame Panchard, l'exemple. Oui, Madame Panchard elle-même en 2009. Les seules têtes, en réalité, dans cette configuration, les seules têtes de liste qui ont plus de chances de devenir députés, si jamais leur liste obtient un maximum de suffrages sur l'ensemble de la circonscription, ce sont les têtes de liste réunionnais. Ouais. Parce que la Réunion, de par son nombre d'habitants et d'électeurs, potentiellement, offrir beaucoup plus de suffrages que les autres. Et de par l'abstention marquante de la section Atlantique côté ici, aussi. Aussi. Mais attention, la participation n'a pas d'impact. La participation n'a pas d'impact. C'est, quel que soit le nombre d'exprimés, si vous faites, par exemple, prenons le cas, si vous faites 73% des suffrages exprimés dans la section, si vous êtes hyper fort par rapport à toutes les listes, vous avez une chance d'être élu. Même si c'est 15 000 personnes qui ont voté. C'est ce qui s'est passé dans le Pacifique. Parce que le potentiel de voix Pacifique, c'est à peine 10% du potentiel électoral sur l'Atlantique, ou en Martinique. Mais c'est 73% du suffrage exprimé. Ceci étant, la section Atlantique, si elle ne vote pas, elle n'a aucune chance. Elle n'a pas de chance de faire élire la tête de liste qui se présente sur la section Atlantique pour la circonscription. Et elle peut perdre l'opportunité pour un de ses candidats d'être élu dans la mesure où plus vous avez de suffrages et plus votre pourcentage dans le suffrage exprimé va monter par rapport à un autre qui aurait un pourcentage beaucoup plus faible. D'accord. Je
Je voudrais faire le rapprochement avec les élections, tu le souhaitais, et c'était mon plan aussi, les élections pour l'Assemblée unique, comme ça à la longue, on aura bien expliqué aux gens comment ça va se passer. Je pense qu'un jour, il va falloir qu'on y consacre une émission entière, parce que c'est assez complexe. Je voudrais quand même rappeler que les décrets qui précisent le mode électoral de manière fine ne sont pas encore sortis. Hein. Tu parles de l'Assemblée unique. L'Assemblée unique. Ouais. Donc il y a des conjectures. Unique et dit. Oui, l'Assemblée unique. Oui, c'est comme toi. En fait, on va dire la CTM, collectivité territoriale de Martinique. Donc, le lien qu'on établit. Ce qu'on sait déjà, c'est que c'est une circonscription avec 4 sections, avec pareil l'obligation de présenter des candidats dans chacune des sections. On le sait, il faut peut-être le préciser. Il faut le préciser. On peut le redire. C'est ce que je disais. Redisons-le quand même. Par exemple, ce qui est acquis, et on va le dire, c'est que contrairement à la Guyane, le nombre d'élus par section n'est pas prédéfini. On ne sait pas combien il y aura de représentants finalement dans chaque section. On peut faire plus simple. Oui. Contrairement à la Guyane, mais contrairement aux élections européennes, on ne sait pas combien de sièges des sections auront à l'Assemblée martiniquaise. Voilà, c'est ça. On ne sait pas combien d'élus il y aura au total. Par exemple, dans le Nord, on ne sait pas si c'est 17, si c'est 15, si c'est 16. Tu me rassures vous me rassurez parce que j'avais lu la loi, je l'ai lu et relu, je n'ai pas relu là pour récemment, et on m'a posé la question, j'étais avec des intellectuels, des juristes, ils m'ont posé la question, et moi je me suis dit, mais j'ai un trou, j'ai oublié. Alors en fait, effectivement, la définition n'a pas encore été donnée. Non, n'a pas été donnée. Voilà, ok. Tu me rassures, c'est mes capacités intellectuelles. C'est lié au mode électoral. La répartition des sièges. La répartition des sièges. On sait que dans telle section en Guyane, il y aura 4 sièges, et pas 3 et pas 2, mais 4. Et ça, les Guyanais s'en sont très très bien sortis. Les Martiniquais ont été un peu moins attentifs à ça. Et là, il y a un vrai suspense. Pas pour savoir qui. Les Guyanais ont même prévu une augmentation de leur population. Oui, tout à fait. Ah oui, dans la loi, c'est assez impressionnant. On a un chapitre là-dessus. Sur le nombre d'élus à l'Assemblée Martinique, ça sera automatiquement évolutif en fonction du nombre de population. Tout à fait, ça va augmenter. Ouais. Ce qui est certain, c'est que cette Assemblée, on va élire 51 élus, 51 représentants, conseillers territoriaux. Voilà. Et contrairement à ce que plein de gens disent, c'est pas 60 personnes qu'on va élire. Alors là, il y a plein de gens qui nous disent qu'on dit des bêtises, donc on va quand même leur rappeler. Lors de l'élection, c'est pas 60 personnes qu'on élit, c'est 51. Et on en extrait 9 pour les mettre à l'exécutif. Voilà. Et dans la liste, parce que chaque liste va présenter, dis-moi si j'ai dit de bêtises, 64 candidats, 64. Puisqu'il y a les suppléants. Oui, 64 candidats. De 15 à 18 candidats par section. Ouais. Et vous avez l'obligation de présenter de 15 à 18 candidats par section sur votre liste. Qui sont plaqués sur les circonscriptions. Vous présentez des candidats, mais il n'y a que 51 sièges à occuper à l'Assemblée. Tout à fait. Donc vous ne pouvez pas élire des gens qui n'ont pas de siège. Donc vous élisez autant de sièges qu'il y a à pourvoir. Ouais. Donc effectivement, ce sont 51 conseillers territoriaux qui seront élus. Donc ce sont 51 candidats qui seront élus. Mais vous devez présenter 64 candidats aux élections de la collectivité Martinique. Pour quelle raison ? 64 64, parce que comme vous avez 4 sections et que sur chaque section vous avez un certain nombre de candidats prédéfinis à présenter sur votre liste, donc mettons la section Fort-de-France c'est 17, je crois, 15, le Nord c'est 17, le Sud ça va être 18, et puis le Centre, voilà. Donc c'est ça. Le nombre de candidats est prédéfini. Candidats. Ouais. Alors là, il y a une interrogation. Il y a des gens qui nous disent, mais pourquoi vous mettez 64 types alors qu'on n'a besoin que de 51 ? Non. Une fois que les 51 sont élus, au sein de ces 51, on va désigner, entre guillemets, mais je l'emploie à dessein, un gouvernement avec un projet. C'est vraiment un dessein. C'est vraiment un dessein. Peux-tu rester sobre, s'il te plaît ? Un exécutif. Un exécutif. Appelons ça. Pourquoi les gens comprennent ? Parce que les gens comprennent, restons simples. Bon.
De ces 51 élus, il n'y aura pas non pas un gouvernement qui va sortir, il y aura un conseil exécutif de 9 qui sera élu par l'Assemblée de 51. Voilà. Donc 51 moins 9. Et qui ne seront plus membres de l'Assemblée. Voilà. Ils ne seront plus membres de l'Assemblée, ils ne seront plus conseillers Martinique, ils seront au conseil exécutif. Si on les remet en cause, éjecte. Ils sortent. Au revoir. Alors allons plus loin. Les 42, il reste 42, ok? Il faut qu'ils montent à 51. Donc on fait monter parmi les candidats de la liste de départ les gens sur la liste, les listes qui ont obtenu des résultats positifs. A priori, donc, la 3 listes. La liste des 9. Voilà, la liste des 9. Les 9 qui sont sortis, il y a 9 remplaçants qui rejoignent l'Assemblée. Alors c'est là que je voudrais maintenant que vous plaquiez, que vous prononciez, que vous émettiez tout ce vocabulaire. On a expliqué le système, plutôt que de faire le contraire, de dire que c'est un scrutin de liste à proportionnel, à 2 tours. Maintenant, on peut dire à quoi ça correspond. C'est effectivement un scrutin de liste, on est d'accord? Oui, c'est un scrutin de liste. Proportionnel? À la proportionnelle. À la proportionnelle. C'est clair. 2 tours. Et à 2 tours. Ouais. Voilà ce que ça veut dire. Tout ce que vous avez expliqué là. Parce que généralement, la presse fait le contraire. Elle dit scrutin de la liste à 2 tours et puis tu es là, tu dis, mais c'est quoi scrutin de liste Ce qu'il faut dire aux gens. À 2 tours, on comprend quand même. Ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils comprennent bien. Contrairement aux Européennes qui ont un seul tour. Qui a un seul tour. Pour que les gens comprennent bien et que cette tentative de les embrouiller là s'arrête, jusqu'à ce qu'on désigne, on attribue les sièges par section. Ça ressemble exactement aux élections régionales que nous avons connues en 2010. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il y a des listes qui sont réparties par section, mais c'est pas grave. Il y a des listes, et la liste qui arrive en tête au deuxième tour, parce qu'il y a très peu de chances qu'il y ait une liste qui gagne la majorité. On dit 2 petits mots sur la prime majoritaire quand même. Alors voilà, c'est ça. La liste qui arrive en tête au deuxième tour a une prime de 11 sièges. Voilà. Et après, on répartit les sièges en proportion des voix, comme aux élections régionales. Là où ça devient compliqué maintenant, c'est on vous a donné, c'est bon, vous avez 30 sièges. Maintenant, ce qui est compliqué et ce qui risque d'alimenter les choix stratégiques par section, c'est à qui, dans votre liste, on donne ces sièges. Aux gens du Nord, aux gens du centre Atlantique ou du Sud, qui va obtenir? Et c'est là que les stratégies de parti risque d'être complètement évacué parce que cette partie-là est très mal connue des élus. Et si on veut mettre un peu plus de complications, on va mettre de la simplicité. La simplicité. Les élections européennes, vous êtes tête de liste sur la circonscription Outre-mer, vous n'êtes pas obligé d'être député, même si votre liste arrive en tête, puisque si vous ne faites pas le nombre de pourcentage de suffrages exprimés suffisant sur la section sur laquelle vous êtes inscrit, vous n'êtes pas élu. Vous n'avez plus du plan. Collectivité territoriale Martinique. Si vous ne faites pas un nombre de suffrages important sur la section sur laquelle vous êtes inscrite, même si vous avez tête de liste, en oubliez la prime de 11, imaginons vous êtes sur une section, vous êtes tête de liste, vous faites des voix, vous avez des sièges, mais la section sur laquelle vous êtes présenté, vous êtes très faible ou pas élu. Ouais. Ça vaut par exemple pour la droite. Qui risque de faire... Il peut y avoir une tête de liste aux élections de la collectivité territoriale Martinique en 2015. Bien que la liste obtienne des sièges, qui n'ait pas de siège. Qui ne soit pas élu parce qu'il est sur une section où il n'y aura pas de siège affilié. Il faut donner la tête de liste quand on est tête de liste d'une liste qui n'a pas vocation à gagner les élections. Il faut absolument donner la tête de liste à quelqu'un qui habite... Qui est ancré sur le territoire. Non, mais qui habite dans une section où le nombre de suffrages est le plus fort. Très clairement. Par exemple, pour la droite, il n'est pas forcément envisageable de donner la tête de liste à quelqu'un qui habite Fort-de-France. Il faut oublier ça. Sinon, elle ne sera pas élue. C'est pas gentil. Non, mais c'est clair. C'est pas gentil. C'est pas gentil pour les prétendants. Il faut y aller à une tête de liste d'une éventuelle liste de droite. Voilà le vrai scoop de l'émission. Monsieur, un quiz rapide. Qui c'est qui peut me rappeler rapidement, pas de discussion en aparté, les élèves, les valeurs républicaines de la France? Ben, c'est ce qui est écrit au fronton de mairie. L'égalité, oui. Laïcité. Laïcité. Pardon ?
Liberté, égalité, fraternité. Tu prends liberté, les valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, c'est quoi ton souci là? Non, parce que lorsque madame... Il y en a d'autres, il y a de nouveaux. Ah, Marine Le Pen, non, lorsque madame Georges Paul Langevin va au sommet de l'AEC, qu'on l'interroge et qu'on lui demande, je pense que c'est un collègue parisien qui lui demande mais qu'est-ce que vous allez faire là? Elle dit, moi je vais porter les valeurs républicaines au cœur de l'identité caribéenne. Fabuleux. Je vais porter les valeurs républicaines au cœur de l'identité caribéenne. Alors, je vous demande votre avis. Comment vous concevez-vous ça? Alors, cette première chose, on va un peu closer là-dessus. Deuxième chose, puisque la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont membres de l'AEC, et que, bon, c'était suffisamment important, tu me diras, pour qu'elle y soit présente, oui, question de protocole. Mais est-ce qu'il est nécessaire que chaque fois il soit coaché par un ministre? Deuxième question, je suis un peu provoque, parce que dans ma question, je mets le bémol de la réponse que vous allez donner. Mais quand même, symboliquement quand même. Je pense qu'elle est de couleur. Tu es en train de me demander quoi? Est-ce que les petits... C'est quoi ta question réelle? Ça y est, elle est fait là. Ça y est, elle est fait là. Ouais, on aurait pu y aller tout seul. Ça y est, elle est fait là. Bon, hein. Et puis est-ce que c'est le moment d'apporter les valeurs républicaines au code de l'identité caribéenne? Est-ce que l'identité caribéenne a besoin des valeurs républicaines? Mais pourquoi l'identité caribéenne ne pourrait pas porter ces valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité? Ça me dérange nullement. Mais donne ton avis. Ça me dérange Est-ce que la Caraïbe, là, en l'état, a besoin des valeurs? J'imagine mal l'identité caribéenne étant en opposition frontale avec les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Tu n'as pas compris la question. Non, mais vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord tous les deux. En clair, cette dame n'a pas besoin de nous donner des leçons de valeurs. Okay? Parce que l'identité caribéenne, de toute façon, est façonnée par de multiples identités qui toutes portent en elles ces trois valeurs-là. D'ailleurs, c'est pas une spécificité. Mais la Caraïbe, c'est la Caraïbe, la Caraïbe, hispanophone, lusophone, etc. Très concrètement, la démocratie, parce que derrière tout ça, il y a de la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est des concepts qui sont intimement liés à la notion de démocratie. Pour que les gens nous comprennent bien, la majorité des États dans le monde ne sont pas démocratiques. Okay? Et ceux de la Caraïbe sont majoritairement démocratiques. Très majoritairement. Ceux membres de l'AEC un peu moins. Mais oui, quand on ouvre, il y a des pays dans l'AEC dont le niveau de démocratie, alors je vous dis, chaque personne, ne sont pas au même niveau que les nôtres. Prenons un exemple, la République dominicaine. Quand vous regardez la façon dont le scrutin de la République dominicaine est organisé, les scrutins présidentiels, et que, par exemple, un président, parce qu'il ne peut pas être élu, mais sa femme présente la candidature de sa femme pour poursuivre son mandat, c'est pas très démocratique, grosso modo. Ça arrive encore, ça. Attends, ça sont des comportements. Oui, ça sont c'est pas démocratique. Non, mais ça sont des attitudes et des comportements antidémocratiques. Mais le système démocratique fonctionne. Il y aura des élections. Non, je parle des valeurs. Je ne parle pas du système démocratique. Oui, d'accord. Je dis la démocratie. Oui, d'accord. Je parle des valeurs. Liberté, égalité, fraternité en République dominicaine. Je suis désolé. Quand vous décidez, quand vous êtes originaire d'Haïti, voilà, vous enlevez la nationalité. Bonjour la fraternité. C'est pas de la fraternité. Et c'est même pas de la liberté, puisque une fois qu'ils sont privés de leur nationalité, ils sont totalement apatrides, parce qu'ils sont ni haïtiens, ni dominicains. Ils ont la RIA. Donc, il y a beaucoup de pays comme ça. Le Belize. Ok, et puis les pays d'Amérique centrale, il y a quelques pays d'Amérique centrale, par exemple le Honduras, on peut se poser la question, etc. Bon. Donc Mme Paul-Langevin a eu parfaitement raison de rappeler l'essentiel des valeurs républicaine à l'identité caribéenne. Alors franchement, tu dis qu'elle a eu parfaitement raison d'aller transporter ça au nom de... Elle est mandatée, elle représente le président de la République. Je te signale que la France est membre aussi. Donc elle va à l'AEC et puis elle leur dit, écoutez, il faut penser à la liberté. Non mais attends, Gérard, on vit faire un numéro, on laisse ça. Mais non, je te demande. On vit faire un numéro. Non mais je te pose la question. Oui, elle a eu raison de le faire. On se trouve. Oui, sa présence était indispensable. On se trouve au sixième. On ne se chauffe pas quand tu m'as fini par oui. Bon, oui, elle a eu raison de le dire. Oui, elle a eu raison de le présenter. Oui, la France est membre. Et oui, elle chaperonne ni la Martinique ni la Guadeloupe. Elle accompagnait, parce qu'elle accompagnait deux membres associés nouvellement à la... Il faut le dire. Oui, monsieur. Gérard, il faut dire la chose suivante. Le processus, il faut quand même rappeler le processus d'adhésion. Ok ? C'est très important. Facile. Et ça va légitimer ce que Gabriel dit. Il y a un membre officiel qui s'appelle la France. Okay? À part entière. Voilà, à part entière. La France propose la candidature de deux ressortissants de la République française que sont la Martinique et la Guadeloupe. D'accord ? Donc, le processus d'adhésion dit
prévoit ça, mais celui qui a proposé la candidature doit être présent ce jour-là. Après, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais le jour... Parce que c'était le sommet. Oui, mais c'est le sommet d'adhésion. Ça se passe au moment du sommet, oui. Voilà, la famille doit être réunie. La famille doit être réunie ce jour-là. Et puis, après... Donc après, elle ne viendra plus. Les deux autres membres de la famille, elle ne viendra plus. Elle n'aura pas le temps de s'en occuper. Non, mais... La Martinique et la Guadeloupe... Non, attends. Il commence à chercher. La Martinique et la Guadeloupe, étant membres associés, n'ont pas besoin de chaperon pour aller s'asseoir à la table des sommets de l'AEC. D'accord ? C'est ce que je pensais. Mais ils n'auront pas besoin. Ils sont membres associés. Et également ils participent aux discussions. Ils ne sont pas les seuls. Vous avez oublié les autres. Non, les autres ne sont pas encore arrivés. Les autres ne sont pas là. Calmons-nous. Ils sont pas encore arrivés. Ils vont arriver après. Il faut déjà qu'ils fassent leur demande. Ils ne sont pas encore arrivés. La Guyane n'est pas membre associé. Parce que la Guyane n'a pas fait la même formulation. Oui, mais c'est pas... Et de fait que la Guyane n'est pas membre associé et que Saint-Martin et Saint-Barth ne sont pas encore totalement intégrés, la France les représente. Oui, tout à fait. Je voulais vous signaler que Serge Larcher a fait un excellent travail à l'occasion de l'adoption du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Je voulais quand même le dire parce qu'il a très bien compris les spécificités de l'agriculture et notamment la nécessité pour nous, la nécessité pour nous d'avoir de pris en considération dans toutes les difficultés de l'agriculture tropicale. Il faut quand même rappeler que Serge Larcher fait un excellent travail et par exemple un truc que personne ne sait. Bon, attends, il est comme l'heure finie. Oui. Excellent travail, la commission délégation Outre-mer au Sénat font des rapports tous les 8 mois. Voici les derniers viennent sortir sur les zones économiques. Et je l'ai eu au téléphone hier, il m'en a parlé. Voilà. Très bien. Bon, monsieur, madame, monsieur, mademoiselle, bonsoir à la semaine prochaine. Au revoir.